dis bonjour à tous, sabah al-khair alaykoum, j'espère que vous allez bien. Et donc ce thème a été choisi parce qu'on a remarqué aussi qu'on a beaucoup de malades qui sont atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. Je ne donne pas le diagnostic pour l'instant, mais précis, mais qui errent, en fait, qui font le tour des médecins, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient spécialistes. Et donc après, ils arrivent avec beaucoup de retard et on a ensuite des difficultés à les traiter. Plus la personne arrive ou le malade arrive un diagnostic précoce au début de sa maladie, et meilleur sera le pronostic chez ce malade. Et donc c'est pourquoi j'ai choisi le thème d'aujourd'hui. Et donc c'est celui, bien sûr, du diagnostic de rhumatisme inflammatoire chronique. Vous voyez sur cette liste-là qu'il y a beaucoup de rhumatisme inflammatoire chronique, parce que lorsqu'on parle de rhumatisme inflammatoire chronique, c'est vague, c'est très vague, et cela inclut non seulement la polyarthrite rhumatoïde, et je l'ai mise en premier parce que c'est la plus fréquente. Il y a aussi les spondyloarthrites. Alors, les spondyloarthrites aussi sont un paquet de rhumatisme inflammatoire chronique qui n'est pas négligeable, parce que le terme de spondyloarthrite, il inclut plusieurs affections. Il inclut la spondylarthrite elle-même qui touche principalement le sujet en général elle débute avant l'âge de 45 ans, donc le sujet jeune, et ce terme englobe plusieurs étiologies. Il englobe le rhumatisme psoriasique, les arthrites réactionnelles, les rhumatismes, enfin en rapport avec les colites inflammatoires et même certaines formes d'arthrite juvénile. Et donc, on englobe tous ces termes-là sous l'appellation de spondyloarthrite. Aussi, il y a les arthrites microcristallines. Et quand on dit arthrite microcristalline, vous devinez que c'est l'achondrocalcinose articulaire qui est plus fréquente chez la femme et la goutte qui est fréquente. Et bien très souvent, ils arrivent à un stade avancé, ils ressemblent beaucoup à la polyarthrite rhumatoïde, surtout quand ils sont fortement cortisonnés, parce que parfois le diagnostic n'est pas fait, ou alors on n'a pas le réflexe de demander une uricémie, et on oublie, c'est normal. C'est pourquoi, c'est tout l'intérêt de cette formation médicale. On oublie que la goutte, elle a une clinique bien particulière, qu'il faut toujours s'en rappeler pour faire le diagnostic précoce également. Alors, comme autre rhumatisme inflammatoire chronique, nous avons aussi les connectivites. Et quand on dit connectivite, la polyarthrite, elle fait partie des connectivites. Mais je les ai mis ici à part, parce que parlant du lupus érythémateux systémique, de syndrome de Sjögren qui se traduit par une sécheresse oculobuccale et bien sûr le grand paquet de myopathie inflammatoire. Aussi, les autres rhumatismes, il y a la maladie de Steele, il y a la maladie de Behçet, il y a la sarcoïdose, il y a les maladies auto-inflammatoires, il y a le rhumatisme palindromique et la maladie de Whipple, et il y a aussi certains rhumatismes qu'on classe comme étant arthrite indifférenciée. Pourquoi ? Parce que certaines arthrites, par exemple, vous êtes face à un malade qui vient vous consulter pour une tuméfaction du genou ou alors une tuméfaction isolée des chevilles, et on n'arrive pas à classer cette atteinte, cette inflammation articulaire dans un diagnostic précis, alors on parle d'arthrite indifférenciée. Bien sûr, quand vous voyez, et là, la liste n'est pas complète, j'ai mis les plus fréquemment rencontrés en pratique quotidienne. Et donc, ça, face à un des signes cliniques on va prendre l'exemple de certaines affections, notamment les plus fréquentes, et vous verrez que le diagnostic, c'est vrai, que n'est pas si facile que ça. Mais le rôle du médecin généraliste est d'orienter, de reconnaître un diagnostic, un rhumatisme inflammatoire chronique débutant, et donc d'avoir le réflexe, de traiter symptomatiquement et de dire, tiens, il y a nécessité d'un traitement de fond, je vais prendre l'avis, je vais orienter vers un spécialiste, et le médecin généraliste est le premier maillon de la chaîne. C'est pourquoi on insiste sur la formation médicale continue. Alors, tout d'abord, voici premier exemple d'une patiente âgée de 32 ans, mariée, mère d'un enfant. Elle vient consulter pour des douleurs articulaires depuis 2 mois. J'ai mis polyarthralgie. Quand on dit polyarthralgie, en fait, c'est plus de 4 articulations qui souffrent. Donc, c'est une malade qui souffre depuis plus de 2 mois. Et là, les douleurs, elles siègent au niveau des épaules, au niveau des poignets, au niveau du genou droit et de la cheville gauche. Depuis 4 semaines, cette patiente, elle ressent des douleurs au niveau des doigts et elle souffre aussi
d'un gonflement au niveau des deuxième et troisième interphalangiennes proximales, avec notion de dérouillage matinal de près d'une heure. Donc, cette patiente, donc elle avait finalement des tuméfactions, des deuxième et troisième interphalangiennes proximales, des deux côtés, bien sûr, avec un dérouillage matinal de près d'une heure. Vous savez, le dérouillage matinal, c'est quand on pose la question aux malades, on leur dit, est-ce que le matin vous êtes bloqué? Est-ce que le matin, quand on a affaire à des personnes âgées qui ne parlent pas français, on leur dit, c'est notre population, c'est normal, on leur dit, est-ce que est-ce que vous êtes bloqué le matin? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le dérouillage matinal. Eh bien, cette patiente avait un dérouillage matinal de près d'une heure. Elle n'avait pas de fièvre. Elle avait un état général qui était moyen. Son état général n'était pas altéré. Mais elle nous a rapporté une fatigue. Elle nous a dit, voilà, docteur, je sens une fatigue depuis ces 2 mois, je suis tout le temps fatiguée. On l'interroge encore une fois et elle nous dit en fait que dans les antécédents récents, puisque 2 mois auparavant, avant le début des troubles, l'histoire de la maladie, elle aurait fait une angine. Elle a dit, j'ai fait une angine et mon médecin généraliste m'a donné des antibiotiques où j'ai été rétablie rapidement. Mais aussi, dans les antécédents anciens, elle nous dit aussi, en fait, d'abord, elle était sous contraception orale, donc sous œstroprogestatif, mais aussi, elle nous dit qu'elle avait de temps en temps des douleurs lombaires, des épisodes aigus de douleurs lombaires. On appelle ça un lumbago, un blocage, voilà, des lombalgies intenses qui surviennent de temps en temps, donc récidivants. Ces lumbagos étaient récidivants. Et donc, ce qui n'est pas négligeable, même pour nous, parce que des lombalgies chez une femme jeune aussi, doivent aussi nous faire penser à une étiologie bien particulière. On l'examine, elle avait trouvé confirmé l'arthrite des deuxième, troisième interphalangiennes proximales. On trouve aussi des arthrites des métacarpophalangiennes, des poignets de façon bilatérale. On examine, l'examen somatique met en évidence des microadénopathies cervicales bilatérales au niveau des deux côtés. Voilà, vous voyez, bilatéral. On examine le rachis aussi, c'est normal, j'ai dit lumbago, récidivo. On examine le rachis, on trouve que l'indice de Schaubert est à 10, 13,5. Certains d'entre vous ont peut-être oublié ce que c'est, certains, je dis bien, ce que c'est que l'indice de Schaubert. Alors, l'indice de Schaubert, tout simplement, il traduit, il permet de vérifier l'amplitude et la souplesse du rachis lombaire. Un malade qui a, ou une malade qui a un Schaubert limité, c'est-à-dire dont la différence est inférieure à 3,5 cm, comme chez cette patiente, on considère que c'est pathologique. On parle alors de syndrome rachidien. Cette patiente, elle avait un Schaubert qui était dans les normes. Il était à 10, 13,5. On mesure la distance qu'il y a entre l'apophyse épineuse de la 5e vertèbre lombaire et on prend 10 cm au-dessus, en position debout verticale. Donc, on prend 10 cm à partir de la L5, l'épineuse de la L5, et on demande au malade ou à la malade de faire une antéflexion et on reprend cette mesure-là. Et bien, cette différence de mesure entre position verticale et antéflexion, ça donne justement une idée sur l'amplitude articulaire. Voilà ce que c'est que le Schaubert, tout simplement. C'est un petit rappel. Alors, ma première question, j'espère que vous avez pris note chez cette malade concernant la sémiologie et l'examen clinique, est la suivante. Quels sont les éléments anamnestiques et cliniques à rechercher chez cette patiente? Eh bien, réfléchissez pour vous et commentez aussi pour vous. Donc, est-ce que vous allez rechercher une diarrhée? Est-ce que vous allez rechercher une notion de rectorragie, de cervicite ou d'infection urogénitale? Ou au contraire, vous allez axer votre interrogatoire sur l'existence d'un antécédent qu'elle aurait oublié, ou un symptôme qu'elle aurait oublié, une conjonctivite, une uvéite, un psoriasis. Peut-être que le jour où elle est venue, elle n'avait pas de psoriasis, elle vous dit, ah oui, mais finalement, voilà. Donc voilà. Est-ce que vous allez rechercher la notion d'érythème facial déclenché au soleil ou après une exposition solaire, autrement dit, une photosensibilité? Est-ce qu'au contraire, vous allez chercher la notion d'ulcération buccale ou d'aphthose bipolaire? Et est-ce que vous trouvez que toutes ces propositions sont justes? Je vous laisse le temps de réfléchir. C'est bon?
En principe, on a répondu. Eh bien, chez cette patiente, l'interrogatoire, Est-ce que vous voyez le chat, professeur? comme j'ai le Alors, diaporama, attendez. Alors, ils vous disent, il y a une réponse, docteur Jerem, toutes sont justes. oui, Alors, une deuxième aussi, toutes sont justes. oui, Alors, ils disent toutes. oui, tous, tous, Toutes les réponses sont justes. très bien. Eh bien, bravo. Eh bien, bravo à nos collègues, à nos confrères, bravo. Et vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'une polyarthrite chronique ne signifie rien. Cette malade présente finalement une polyarthrite chronique. On n'a pas de diagnostic jusque-là. Et on sait très bien que toutes les polyarthrites, au début, attention, on ne parle pas de polyarthrite rhumatoïde, on parle de polyarthrite chronique. Et quand on dit polyarthrite chronique, je rappelle, pour ceux qui ont oublié, polyarthrite chronique, c'est une inflammation des articulations qui dépasse 3 mois. Chez cette malade, on est déjà à 4 mois, donc on peut parler de polyarthrite chronique, mais sans diagnostic jusque-là. Et vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'on peut penser aux différentes étiologies qui pourraient inclure ces signes cliniques. D'accord? Donc, en absence des éléments cités précédemment, quel est le diagnostic qui vous paraît le plus probable? Est-ce que vous pensez à une hémopathie maligne? Est-ce que vous pensez à une spondyloarthrite ou encore un rhumatisme subaigu curable de l'adulte qui est fréquent? Et le rhumatisme subaigu curable, je rappelle que c'est une polyarthrite qui est secondaire, réactionnelle à une angine. Quand on fait une angine, dans les 10 à 15 jours, voire 3 semaines après, le patient fait des arthrites, donc le tableau de polyarthrite, qui ressemble un peu à la polyarthrite rhumatoïde, qui ressemble aussi à un rhumatisme inflammatoire, mais qui est après totalement résolutif parce que c'est contraire au rhumatisme articulaire aigu de l'enfant. Le rhumatisme aigu, subaigu curable de l'adulte, il est lié et provoqué par le même germe, c'est-à-dire le streptocoque, parfois rarement le staph, et généralement, il est résolutif. Voilà. Ou alors, vous pensez à un début de vascularite. Vous savez, la vascularite peut donner également un tableau de polyarthrite. Ou encore, pensez-vous à la polyarthrite rhumatoïde. Et là aussi, je donne le temps aux confrères de réfléchir. Et quelle que soit votre réponse, c'est une formation médicale continue, c'est un exercice qui nous permet un peu de faire une gymnastique cérébrale sans aucun jugement. Alors, ils vous disent c'est la troisième, rhumatisme subaigu curable de l'adulte. Et les Il autres, y a aussi une autre réponse à vascularite. oui. Il y a ceux qui vous disent la 3 et la 4, les deux. Donc, Mais la plupart, c'est le rhumatisme subaigu. eh bien, mes chers confrères, c'est un piège. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège pour vous piéger, mais c'est tout simplement une réflexion scientifique. Et je m'explique. Hémopathie maligne, pourquoi hémopathie maligne? Non, elle a 32 ans, on a dit que l'état général était conservé et que c'était une polyarthrite. C'est vrai que c'est un des diagnostics différentiels, mais il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait pas d'altération de l'état général. Donc, vous voyez que ce diagnostic est très peu probable. La spondyloarthropathie, effectivement, on peut penser à la spondylarthropathie ou la spondyloarthrite parce que cette malade avait des lumbagos, rappelez-vous, mais j'ai insisté sur l'examen du rachis. Je vous ai dit qu'elle avait un Schauber qui était à 10, 13,5. Et la preuve, personne n'a dit spondyloarthrite. Et même si vous avez dit spondyloarthrite, je vous rappelle que cette malade, on n'a pas insisté, on n'a pas dit qu'elle avait des lombosciatalgies ou une lombalgie avec fessagie de type inflammatoire qui réveille la malade dans la deuxième partie de la nuit. Et le Schauber était normal. Donc, c'est un diagnostic qui est très peu probable. Je passe maintenant au rhumatisme subaigu curable de l'adulte. Ça n'est pas parce que j'ai mis angine à répétition que c'est un rhumatisme subaigu curable de l'adulte. Non, je vous ai dit que le rhumatisme subaigu curable de l'adulte, effectivement, était secondaire à une infection streptococcique. Ça peut être lié à un érysipèle, ça peut être lié à un pédigo streptococcique, ça peut être lié aussi à une angine, tout à fait. Et c'est un diagnostic différentiel de la polyarthrite rhumatoïde. Et vous avez le droit de l'évoquer, mais pas de le retenir. Pourquoi? Parce que cette malade, elle avait des arthrites qui étaient fixes. Elle avait des arthrites et puis qui duraient, qui
sont devenus chroniques. Dans le rhumatisme subaigu curable de l'adulte, je vous rappelle que les arthrites touchent principalement les articulations des membres inférieurs. Si vous avez une malade qui vient vous consulter et elle vous dit, docteur, j'ai fait une angine et 15 jours après, je fais une tuméfaction des genoux, des chevilles, rappelez-vous, vous devez penser au rhumatisme subaigu curable de l'adulte. Lorsque les arthrites touchent les articulations distales et notamment les petites articulations des mains, comme on a insisté chez cette malade, métacarpophalangienne, interphalangienne proximale, et bien ceci suggère l'éventualité du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Quant à la vascularite, mes chers amis et chers confrères, la vascularite, elle touche très souvent les personnes plus âgées. Et quand on dit vascularite, et bien en général, c'est un érythème, c'est une vascularite cutanée qui se voit au niveau des membres inférieurs. À aucun moment, je ne vous ai parlé d'une éruption érythémateuse ou de macule ou de papule ou de pétéchie ou éruption pétéchiale touchant les membres inférieurs. Donc, le diagnostic de vascularite, il est très peu probable. Et puisque je vous ai dit quel diagnostic évoquez-vous en absence de tous les signes qu'on a cités, eh bien, il s'agit d'une polyarthrite rhumatoïde. Je rappelle pour vous que la polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, n'est-ce pas? Le plus fréquent par rapport aux autres, d'une part, mais aussi il touche principalement les petites articulations distales et il se traduit par une inflammation de la membrane synoviale qui va sécréter des cytokines et qui va entraîner ces cytokines qui sont principalement l'interleukine 6 et le TNF, vous avez certainement entendu de la physiopathe de la polyarthrite. Ce TNF, c'est ce qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires, ils vont un peu partout non seulement entraîner une inflammation de la membrane synoviale, mais aussi entraîner une destruction du cartilage et puis de l'os. Et cela va entraîner des déformations au niveau des mains de type col de cygne, de type en fuseau, enfin différentes déformations au niveau des doigts qui sont caractéristiques de la polyarthrite rhumatoïde. Je dois aussi vous avouer que le diagnostic de polyarthrite au début est très, très, très difficile. C'est le traitement qui est facile, mais le diagnostic, il est difficile et je comprends vos réponses parce que même certains spécialistes, parfois, le diagnostic, il erre et il n'oriente pas vers les examens complémentaires vers le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Alors maintenant, nous passons à autre chose. Maintenant que vous avez suspecté, que nous avons suspecté le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde, je vais vous demander, si vos souvenirs sont bons, par rapport à la polyarthrite rhumatoïde, quels sont les examens complémentaires à demander? Est-ce que vous allez demander, bien sûr, le bilan métabolique, la formule, la VS, même si certains d'entre vous, certainement, on est tous connectés et on sait les dernières nouvelles concernant la haute autorité de santé française qui parle de l'intérêt faible de l'étude de l'accélération de la vitesse de sédimentation, puisqu'il y a un papier qui est apparu et on nous a dit que l'AVS, attention, elle est peu utile. Pourquoi? Ça, on le savait déjà. On le savait parce que l'AVS, chez une femme enceinte, elle est accélérée. L'AVS s'accélère pendant les périodes menstruelles. L'AVS, elle s'accélère chez une malade qui a une anémie. L'AVS, elle s'accélère aussi chez les sujets âgés, chez la femme ménopausée, au-delà de 55 ans après la ménopause. L'AVS s'accélère un peu et donc, c'est un outil peu utile pour, bien sûr, évaluer et donner une idée sur l'état inflammatoire de la pathologie ou de ce que présente la malade. Et donc, l'AVS, si certains d'entre vous sont à jour et se sont connectés ces derniers temps, ils vont me dire, mais l'AVS, madame, elle est peu utile. Mais en tout cas, ça, ce sont les anciens cas, parmi les anciens cas cliniques et surtout les cas observés, les patients observés dans le service où l'AVS elle reste quand même, ou rester, l'AVS avait sa place. Mais je dois vous dire aussi que beaucoup d'outils d'évaluation de l'inflammation de la polyarthrite rhumatoïde utilisent l'AVS. Ce sont je cite par exemple
un index composite qui est le DAS28. Peut-être que vous avez entendu le Disease Activity Score. C'est un outil, ne soyez pas étonnés ou perplexes, hein. C'est un outil d'évaluation de l'état inflammatoire et de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde où la VS, elle est dedans. Et ça, c'est un outil international. Et donc, tous les experts internationaux ont intégré la VS dans cet outil. Donc, vous voyez que maintenant qu'on va enlever la VS, imaginez-vous tous les travaux qu'on doit reprendre. Au lieu de mettre la VS, on va intégrer la CRP. Alors, est-ce que vous allez demander la première éventualité, c'est-à-dire FNS, VS, CRP, transaminase, sérologie, créatininémie, bien sûr, chimie des urines? Est-ce que vous allez demander les FAN, le facteur rhumatoïde, les anticorps anti-CCP? Ou est-ce que vous dites, tiens, moi je vais vérifier ces adénopathies, je vais faire une cytoponction des adénopathies, et vous faites aussi un frottis sanguin. À 32 ans, vous dites, ben, moi je m'inquiète, je vais quand même faire une cytoponction des adénopathies. Ou alors, est-ce que vous allez envisager une échographie des mains? Vous dites, moi j'envoie soit au rhumato, soit j'envoie au général, si vous êtes médecin généraliste, quel que soit, généraliste ou spécialiste, que vous êtes intéressé par la rhumato, que vous êtes généraliste, que vous dites, tiens, moi je vais vérifier l'écho, j'ai demandé une écho à mon confrère radiologue qui est installé à côté. Est-ce que vous faites une échographie des mains et des poignets, ou alors est-ce que vous demandez une radio des mains, des poignets, du bassin et un thorax? Et j'attends votre réponse. Réfléchissez. Alors, ils ont déjà réfléchi. Vous avez, ça varie vraiment entre la C, la E, enfin, il y a différentes réponses. La plupart pensent à la D, les autres Oui. vous disent soit la dernière et la première et la deuxième, mais la Oui. plupart vont dire vers la D. Très bien. Eh bien, mes chers confrères, nous allons voir un petit peu nos réponses et commenter nos réponses. Si vous avez, je pense que la plupart ont dû cocher la première. C'est normal. On ne connaît pas la malade. On est obligé de demander la formule, l'état inflammatoire, la CRP, les transaminases, les sérologies, la créatininémie, la chimie des urines. C'est une malade qui consulte pour polyarthrite et on a notre diagnostic le plus probable, on a pensé à la polyarthrite rhumatoïde. Et forcément, le syndrome inflammatoire, il faut qu'il soit vérifié. Vous êtes d'accord avec moi? Et la formule, obligatoirement. Les alates, les alates, les azates et les gamma-GT, enfin, les transaminases et les sérologies, obligatoirement. Bien sûr, parce que c'est une malade que je vais traiter. Je vais traiter cette malade. Vous allez voir que je vais utiliser un traitement. Le traitement utilisé dans ces cas-là, très souvent, c'est un traitement qui est métabolisé au niveau du foie. Vous savez que le traitement de référence de la polyarthrite rhumatoïde est représenté par le méthotrexate à l'échelle mondiale. Et donc, je vais traiter cette malade et je vais vérifier si tout va bien sur le plan hépatique, que cette malade n'a pas une hépatite virale parallèlement. Vous savez que l'hépatite virale aussi, elle sévit à l'état endémique chez nous. Même il y a eu beaucoup de travaux de la part des gastroentérologues et même du ministère concernant la fréquence et l'épidémiologie des hépatites virales. Et donc, forcément, la fonction rénale également. Je vais demander la fonction rénale. Vous êtes d'accord avec moi? Évaluer la fonction rénale parce que tous les traitements aussi sont éliminés. Et donc, si la fonction rénale est altérée, je vais adapter ma posologie. Et je vais faire également la chimie des urines. C'est ce qui est tout à fait logique. Ensuite, je vais demander les facteurs antinucléaires. Puisque je suspecte une polyarthrite rhumatoïde, les facteurs antinucléaires, ils peuvent être positifs. Attention, on ne parle pas d'anti-DNA, on a parlé de facteurs antinucléaires parce qu'ils peuvent être positifs dans la polyarthrite rhumatoïde et s'ils sont positifs, ça témoigne de la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde. Je demande aussi le facteur rhumatoïde et je demande aussi des anticorps appelés anti-CCP. Les anticorps anti-CCP sont appelés également par les anglo-saxons ACPA. Parfois, dans les résultats, vous allez trouver ACPA. ACPA, c'est tout simplement la traduction d'anticorps antiprotéines citrullinées en anglais, c'est en abrégé. Les anticorps anti-CCP, tout simplement, sont des anticorps qui sont spécifiques, très spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde. Et ça nous aide beaucoup dans le diagnostic de cette affection. Voilà. La cytoponction des adénopathies et le frottis. Non, puisqu'on a dit
pas d'altération de l'état général, et il est pas de fièvre. Donc, il ne s'agit pas d'une hémopathie, c'est pas le tableau habituel. Et puis, les adénopathies, c'est des micro-adénopathies. En fait, au cours de la polyarthrite rhumatoïde, on peut voir des micro-adénopathies qui sont tout simplement une réaction inflammatoire à la maladie elle-même et qui font partie du tableau de la polyarthrite rhumatoïde, et il n'est pas recommandé de faire la cytoponction de ces adénopathies. Quant à l'échographie des mains et des poignets, oui, elle est intéressante. Mais pourquoi? Pourquoi elle est intéressante, l'échographie? L'échographie est intéressante pour la simple raison qu'elle peut mettre en évidence l'inflammation synoviale, parce que même si votre malade, je n'ai pas détaillé l'examen des genoux, j'ai dit elle a des tuméfactions au niveau des doigts, au niveau des métacarpophalangènes et les poignets. L'échographie est intéressante parce que non seulement elle va montrer l'inflammation au niveau d'autres articulations, même si cliniquement elles ne sont pas gonflées, l'échographie, elle peut mettre en évidence une inflammation de la synoviale, surtout lorsqu'on applique l'échodoppler. Deuxième intérêt de l'échographie, elle peut nous montrer des érosions infraradiologiques. Et voilà ce qui est intéressant. Donc, votre malade, même si elle n'a pas d'érosion à la radio, l'écho, elle peut dépister des érosions infraradiologiques. La radiographie, pardon, c'est normal, c'est une malade qui a une polyarthrite débutante, il faut à tout prix faire la radiographie des mains, des poignets, du bassin et du thorax. Alors, vous allez me dire, vous suspectez une polyarthrite rhumatoïde, alors pourquoi le bassin? Le bassin, oui, ça vous donne une idée. Je vous ai dit que on a évoqué dans les diagnostics aussi l'éventualité d'une spondyloarthrite. Et même si le Schober est normal, il y a certaines spondyloarthrites qui pourraient débuter par l'atteinte des articulations périphériques. Voilà pourquoi le bassin, ça me donne une idée. Est-ce qu'il y a un sacroïléite? Est-ce qu'il y a un flou? Est-ce qu'il y a un remaniement? Et c'est excellent. Et aussi, ça peut nous donner une idée sur les articulations des hanches, c'est-à-dire la coxo-fémorale. Le thorax aussi est systématique devant une polyarthrite débutante. Nous sommes un pays d'endémie moyenne de la tuberculose. Le thorax est demandé pour le dépistage, mais pas uniquement. Pas uniquement pour le dépistage, il est demandé aussi pour voir s'il n'y a pas d'image pulmonaire, s'il n'y a pas de nodules rhumatoïdes pulmonaires, parce qu'en fait, d'authentiques polyarthrites rhumatoïdes se sont révélés par des nodules au niveau du parenchyme pulmonaire. Mais aussi le thorax, il est intéressant pour dépister une pneumopathie interstitielle diffuse, parce que la pneumopathie interstitielle diffuse fait partie aussi du tableau de la polyarthrite rhumatoïde. Il s'agit d'une manifestation extra-articulaire. La polyarthrite rhumatoïde, elle donne non seulement une inflammation de la synoviale et une destruction des articulations, mais aussi elle est responsable de manifestations extra-articulaires, c'est-à-dire les nodules rhumatoïdes, la pneumopathie interstitielle diffuse, une atteinte rénale, voilà qui me renvoie vers l'intérêt de la chimie des urines, obligatoirement, vers la créate également. Vous savez on peut avoir plusieurs atteintes rénales, cutanées, neurologiques. Parfois, il y a des malades atteints de polyarthrite rhumatoïde qui sont peut-être venus vous consulter pour un canal carpien. Eh bien, retenez le syndrome du canal carpien qui se traduit par des paresthésies distales qui sont liées à une compression du nerf médian au niveau du canal médian. Alors vous allez faire toute l'enquête, vous dites peut-être que cette malade a une hypothyroïdie, peut-être que cette malade elle est diabétique, on va chercher les neuropathies. Et en fait, la polyarthrite rhumatoïde, elle peut s'annoncer par un syndrome du canal carpien. Alors pensez à demander des anti-CCP chez une malade qui viendrait vous consulter pour un canal carpien avec des polyarthralgies. Eh bien, ce sont des signes, j'extrapole un peu, mais j'essaye d'expliquer au maximum les examens complémentaires que l'on demande. Eh bien, la réponse correspond à la D, puisque la D, comme vous pouvez le constater ici, c'est toutes les examens, c'est tous les examens complémentaires dont j'ai apporté une petite explication maintenant. Très bien. Et si vous avez des questions ou vous n'êtes pas suffisamment convaincu, vous voulez plus de précision, il n'y a aucun souci, on peut les apporter à la fin de cette présentation. Bien, et on avance.
Voilà les réponses, pardon, voilà les résultats du bilan de ma patiente. Elle a présenté une vitesse de sédimentation à 60 mm. Elle avait une C-réactive protéine qui était positive, hein, selon les normes du laboratoire. Elle avait une formule, comme vous pouvez le constater, qui était relativement acceptable. Elle avait un facteur rhumatoïde, qui était positif, avec des anti-CCP, que je vous ai dit tout à l'heure, on les appelle aussi ACPA, à 320 unités par millilitre, c'est-à-dire que c'était positive. Elle n'avait pas de facteur antinucléaire parce que, j'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que les anti-CCP, ce sont des anticorps dirigés contre les protéines citrulinées. Parce qu'au cours de la polyarthrite rhumatoïde, on a des modifications des protéines endogènes, certaines protéines endogènes, elles sont citrulinées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont modifiées par une enzyme spécifique qui va modifier la citrulline. Et donc, on les appelle protéines citrulinées. Ces protéines qui sont modifiées ont réagi contre l'organisme qui a induit des anticorps anti-CCP. Ce ne sont pas des facteurs antinucléaires, attention. Voilà. Et donc, chez cette malade, les FAN étaient négatifs. Le reste, regardez, la glycémie, la fonction rénale, le bilan hépatique, la chimie des urines étaient sans anomalie, y compris les sérologies de l'hépatite virale. Et tant mieux chez cette patiente, elle n'avait pas d'infection ou d'hépatite virale. Elle avait une chimie des urines qui était totalement négative. Bien. Voici les radiographies de la malade. Donc, sur ces radiographies, qu'est-ce qu'on pouvait observer? Comme c'est une polyarthrite récente, vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez le curseur sur votre, parce que moi j'utilise le curseur, la radiographie, l'interligne radiocarpienne était légèrement pincée. Il faut dire que ce n'est pas une radiographie centrée sur le carpe. Il n'y avait pas de pincement intercarpien. Par contre, il y avait ce qu'on appelle, nous, une déminéralisation en bande. Rappelez-vous les cours de l'externat, on a longtemps parlé de cette déminéralisation en bande qui touche les épiphyses des phalanges, des métacarpes, pardon, et aussi des phalanges. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est une déminéralisation épiphysaire. C'est ce que vous voyez en noir, un peu plus foncé par rapport à la tonalité de l'os ici, qui est tout à fait normale. Les épiphyses sont déminéralisées, on appelle ça une déminéralisation en bande. Voilà. Ça aussi, c'est caractéristique de la PR au début. Voici les résultats de l'échographie. Voilà l'exemple, un aspect échographique d'une synovite de grade 3 en mode B, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis ici le Doppler. Regardez cette synovite qui est importante. Et ça, c'est une articulation métacarpophalangienne. Voilà, regardez, ici, il y a une petite inflammation, il y a une synovite. Bien, je vais voir l'écho-Doppler. Eh bien, l'écho-Doppler va montrer chez cette malade l'existence d'une érosion. Quand vous suivez ici à la métacarpophalangienne, je suis ici la phalange, et ici, il y a une rupture, une solution de continuité avec une érosion qui prend bien le Doppler. Donc, voilà en ce qui concerne les données de l'échographie. Eh bien, chez cette malade, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde a été confirmé devant la fréquence de cette maladie, de ce rhumatisme chez le sujet jeune. Il s'agit d'une femme jeune âgée de 32 ans. Devant l'atteinte bilatérale et symétrique, vous avez vu que l'atteinte était bilatérale et symétrique, les poignets, les métacarpophalangiennes, les interphalangiennes proximales. Devant la durée du dérouillage matinal, elle était supérieure, vous avez vu, elle durait près d'une heure, était supérieure à une demi-heure largement, et donc c'est aussi un élément en faveur de la polyarthrite rhumatoïde. Il n'y avait pas de signes généraux, il n'y avait pas de fatigue, il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait pas d'altération de l'état général, et devant la CRP qui était positive, la positivité des anticorps anti-CCP, mais aussi devant l'érosion qui a été mise en évidence par l'échographie des mains. Et puis, vous savez que dans les différents services et dans les travaux internationaux, quand on décide de faire un travail sur une série de polyarthrite rhumatoïde, on utilise beaucoup les critères appelés critères du Collège américain de rhumato et de l'Alliance de rhumatologie européenne. Ils ont été révisés en 2010 et ils sont aussi utilisés comme critères diagnostiques par nos résidents. Souvent, ils vous sortent les critères, etc. Mais nous, on se base beaucoup sur la clinique, sur les explorations complémentaires, bien sûr, et sur les données de la radio et de l'échographie. Donc, les critères, ça nous permet de classer la malade, tout simplement. D'abord, cette malade, elle avait plus de 10 articulations qui étaient
le diagnostic de Recording in progress. polyarthrite qui touche les extrémités, soit les mains, ça peut être aussi les pieds, parce qu'on a pris l'exemple d'une malade qui a commencé par des arthrites des mains, ça peut être aussi les pieds, l'avant-pied peut être concerné dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous confirmez le diagnostic. Si vous êtes loin, très loin des grandes villes et que vous décidez de traiter votre malade, l'idéal c'est de la traiter en collaboration avec médecins spécialistes pour ne pas passer à côté de la fenêtre d'opportunité, parce que vous êtes très important. Vous êtes un maillon de la chaîne très important dans le diagnostic, dans l'identification des rhumatismes débutants. Et si on rate ce qu'on appelle, nous, la fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire c'est le moment où on doit attaquer très fort cette polyarthrite rhumatoïde par le méthotrexate et parfois par l'association de méthotrexate, de plaquenil, de léflunomide, etc. Parfois même on fait des associations. Cette malade risque de faire une destruction de toutes les articulations et je vous assure que là, après la prise en charge d'une polyarthrite rhumatoïde, un stade avancé, au moment où les destructions apparaissent, c'est très, très, très difficile et on assiste ensuite à une dégradation de la qualité de vie et parfois, dans certaines situations, ça peut provoquer un réel handicap fonctionnel chez ces malades. Donc, quelle est votre conduite à tenir? Est-ce que vous allez utiliser dans votre cabinet ou dans la polyclinique ou le PSP, le PH où vous êtes? Est-ce que vous faites, il n'y a pas de spécialiste, donc vous dites, moi, j'ai ma malade, je la traite, c'est normal. Est-ce que vous allez utiliser les antalgiques, les corticoïdes, le méthotrexate, l'hydroxychloroquine? Je vous en veux pas, là, même si vous dites des réponses fausses, je vous assure que c'est pas évaluer vos connaissances, c'est une formation médicale continue, et même s'il y a des réponses fausses, il n'y a aucun souci. On peut en discuter. Je vous laisse réfléchir. Comment allez-vous traiter cette patiente? Admettons que vous êtes très loin. J'imagine que vous êtes, par exemple, dans une région éloignée à, je ne sais pas, 80 km ou même 50 km et vous êtes obligé de traiter le malade, il n'y a pas de rhumatologue à côté et vous dites, moi je suis seule, il faut que je sauve cette malade. Vous avez la réponse D en majorité. Et vous avez la réponse AB pour une personne. Ok, Madame Gauguin, merci. D'accord. Il y a la réponse A qui rentre. Et il y a aussi la réponse B. Ok. Donc, pour tous ceux qui ont répondu D, c'est très bien, parce qu'effectivement, ma malade souffre. Je vais essayer de la soulager. J'ai le droit d'utiliser les antalgiques, mais je vous informe que les antalgiques peuvent être utilisés pendant 1 jour, 2, 3 jours, une semaine, pas plus, parce que c'est une polyarthrite débutante. Dès que vous allez mettre la corticothérapie en route, soyez sûr que votre malade va être soulagé. La corticothérapie, elle a un double intérêt chez cette malade. D'abord, c'est une polyarthrite débutante. Vous m'entendez? Et il a été démontré dans le monde entier par les études les plus récentes et les plus anciennes que la corticothérapie, elle a un effet structural au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle joue le rôle elle est capable de ralentir les destructions ostéocartilagineuses. Mais attention, c'est une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce que il ne faut pas dépasser 6 mois de corticoïdes. Il faut qu'à 6 mois, votre malade soit totalement sévré de la corticothérapie. Ça, c'est les recommandations européennes, françaises, que vous voulez. Par contre, les Américains, ils vous disent pas plus de 3 mois. Alors nous, ce qu'on dit, l'idéal, c'est de traiter pas plus de 3 mois. Je dis bien l'idéal, mais souvent, nos malades, c'est des PR qui sont très difficiles à prendre en charge. Parfois, le traitement de fond ne commence à fonctionner qu'au bout de 3 mois, il commence à fonctionner parfaitement. Et c'est là qu'on commence à dégraisser pour qu'à 6 mois, notre malade soit totalement sévré. Plus de corticoïdes à 6 mois. C'est pas possible. Parce qu'après, on a toutes les complications que vous connaissez d'ailleurs de la corticothérapie, l'hypertension artérielle, favoriser aussi l'apparition d'échymose, d'altération de la peau, fragilité vasculaire. Parfois, le diabète aussi peut s'aggraver. Et donc, toutes ces complications nous incitent, et l'ostéoporose surtout. Vous savez que la polyarthrite rhumatoïde est un facteur de risque d'ostéoporose. Et si on rajoute encore la corticothérapie au long cours, soyez sûr que votre malade va faire des fractures. Donc, c'est pourquoi la corticothérapie, pour toutes ces raisons, elle doit être limitée dans le temps. Il faut mettre la corticothérapie à une dose inférieure à 0,1 mg par kilo par jour, mais aussi
pendant la période la plus courte possible. Attention au sévrage rapide. Attention au risque d'induction d'une insuffisance surrénalienne. On a vu des malades qui ont arrêté brusquement la corticothérapie, parfois de leur propre chef, donc il faut faire un peu d'éducation thérapeutique du patient, ce qui est normal. Sinon, votre malade, elle va arrêter elle-même. Ils vont lui dire, tu risques d'avoir une ostéoporose, tu risques d'avoir le diabète, c'est quoi ce médecin? On entend de tout, vous savez. Et donc, c'est pourquoi on doit éduquer nos malades et on doit leur donner les effets secondaires de la corticothérapie et leur expliquer les bénéfices. La corticothérapie, je répète encore une fois, elle est utile dans la PR débutante. Attention, pas dans la PR avancée, parce que dans la PR avancée, les destructions sont déjà là. Alors qu'ici, c'est lutter contre la dégradation ostéocartilagineuse. Bien sûr, pas seul. La corticothérapie, on est obligé d'associer le méthotrexate et la majorité a répondu juste. Vraiment, ça me fait... Même si vous avez, je vous ai dit, même si vous avez répondu faux, c'est pas un souci du tout, c'est l'intérêt de la formation. Alors, le méthotrexate, c'est quoi? Le méthotrexate, c'est un antimétabolite. Je rappelle, pour ceux qui sont intéressés, que le méthotrexate, il agit sur une enzyme qu'on appelle la dihydrofolate réductase. C'est quoi cette enzyme? C'est une enzyme qui intervient dans la formation des acides nucléiques. Vous voyez que c'est très haut. Donc, cet acide nucléique, il est bloqué et donc le renouvellement cellulaire et notamment le panus synovial, parce que dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a cette inflammation au niveau de la synoviale qui forme ce granulome inflammatoire qu'on appelle panus. Et bien, le méthotrexate, il va lutter contre la prolifération de ce panus et ce sont ces hypothèses-là sur laquelle s'est basée l'introduction en 1951 du méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, ce traitement, il est considéré actuellement comme étant un traitement de référence à l'échelle internationale. Et donc, le dosage, c'est 0,3 mg par kilo. D'accord? 0,3 mg par kilo par semaine, puisque la dose, elle est donnée de façon hebdomadaire. On commence en général à 15 mg, mais attention, si vous avez votre malade, notre malade, elle avait un poids normal. Hein, bon, je n'ai pas précisé le poids, et sachez que son BMI était tout à fait normal. Ça veut dire quoi? Une malade qui a un petit poids, une malade qui pèse 40 kg, elle pèse 40 kg, et vous êtes vous êtes par exemple à 100 km, vous êtes loin, vous êtes seul, obligé de traiter cette polyarthrite avant de l'envoyer au spécialiste. Eh bien, sachez que vous devez adapter la dose de méthotrexate. D'accord? Chez l'adulte, on dit 15 mg par semaine, mais si vous avez une personne qui est cachectique, une personne qui a un poids, par exemple, très petit poids, pas forcément cachectique, très mince, donc on va adapter le traitement au poids 0,3 mg par kilo par semaine. Et puis, si le poids dépasse 50 kg, il faut savoir qu'on commence par 15 mg et on va jusqu'à 20, voire 25 mg par semaine. Bien sûr, le méthotrexate, vu son mécanisme d'action que j'ai expliqué, il peut entraîner une carence en acide folique. C'est pour cela que 24 à 48 heures après, on supplémente le malade par de l'acide folique. On donne en général une dose égale ou inférieure à la dose de méthotrexate. Vous savez, si vous mettez le malade sous 20 mg de méthotrexate, vous pouvez donner l'équivalent de 20 mg d'acide folique. L'acide folique, il est commercialisé sous le nom de Zanitra. C'est des comprimés dosés à 5 mg. Donc, si mon malade, je l'ai mis sous méthotrexate ou ma malade à 20 mg, je vais donner 15 ou 20 mg d'équivalent d'acide folique. Voilà, rappelez-vous, parce que les carences en acide folique peuvent donner une stomatite, ils peuvent donner des vomissements, et peut aussi favoriser l'apparition d'effets secondaires du méthotrexate. Mais ensuite, avant de mettre le méthotrexate, il faut que je vous précise que vous êtes obligé de faire un bilan, bien sûr. Vérifiez si cette malade, elle avait un bilan normal. Hein. Vous avez vu le thorax, elle n'avait pas d'image de bronchopneumopathie chronique, etc. Parce qu'il y a des contre-indications. Mais elle était sous contraception parce que votre malade, vous devez vérifier l'efficacité de la contraception. Parce que si elle tombe enceinte, attention, le méthotrexate, il traverse la barrière placentaire et il traverse le lait maternel. Si elle allait ou si elle est enceinte, non. Mais quand nous on colle à notre malade, elle était sous œstroprogestatif, elle n'était pas enceinte, elle n'allaitait pas. Je n'ai pas dit qu'elle allaitait. Et bien donc là, j'étais libre de donner du métaux et bien sûr de l'acide folique. Voilà pour la patiente. L'acide folique, vous allez le donner même si après le bilan, bien sûr.
Oui, mais vous le donnez systématiquement ou quand il y a un oui. déficit? Non, on le donne systématiquement, Madame Gougan. On le Quel donne est son systématiquement. rôle? Quel est Le son rôle, rôle? oui, le rôle, c'est parce que le méthotrexate, il diminue les réserves en acide folate, en oxalate. Il diminue les réserves de l'organisme en acide folique, qui sont les folates. Forcément, on supplémente les malades avant qu'ils nous fassent les complications liées à la carence en acide folique, c'est-à-dire l'hépatopathie, parfois c'est des transaminases qui s'élèvent, parfois c'est des vomissements, parfois c'est des troubles digestifs, parfois c'est la chute de cheveux ou encore la stomatite. Voilà pourquoi on donne de l'acide folique systématiquement. Je vous ai dit que le méthotrexate, il inhibe l'enzyme dihydrofolate réductase, dihydrofolate réductase qui transforme l'acide folique en folate. Donc, si on va inhiber cette enzyme, on va avoir une carence en folate. Voilà pourquoi je supplémente systématiquement. Est-ce que Une vous êtes personne qui convaincu? vous dit, j'ai pas compris la dose, je n'ai pas saisi la dose quotidienne dans l'initiation du méthotrexate. Alors, ce n'est pas une dose quotidienne, mon cher confrère ou ma chère confrère, ce n'est pas une dose quotidienne. Attention, j'ai mis par S, par semaine. On donne par semaine le méthotrexate. D'accord? Donc, vous pouvez commencer par 10 ou 15, 12 mg par semaine si c'est la première fois que vous commencez, vous avez peur. 10 à 15 mg. C'est des comprimés dosés à 2,5 mg le méthotrexate. Et il existe aussi sous forme d'injection. D'ailleurs, au niveau de tous les hôpitaux, il existe actuellement des seringues pré-remplies de méthotrexate à 20 mg. Voilà. Ailleurs, il y a des comprimés à 10 mg, il y a des injections à 10, à 15, à 20. Nous, on dispose actuellement dans les hôpitaux le méthotrexate à 20 mg en seringue pré-remplie. Et donc, le malade, en général, ne souffre pas beaucoup parce que c'est une injection sous-cutanée. Voilà. Donc, la dose, elle est établie parce que c'est cette dose-là qui est efficace. Et d'après les études internationales, on s'est rendu compte qu'il faut que le malade soit optimisé, le méthotrexate soit optimisé, c'est-à-dire la dose optimale, efficace, pour que le malade ne fasse pas de dégradation ostéocartilagineuse. En fait, ce sont des études qui ont montré que le métaux inhibe la destruction ostéocartilagineuse. Et il lui faut 4 à 6 semaines pour commencer à agir. C'est pour ça qu'il est traitement de référence, il est considéré. Parce que d'abord, la prise en charge, elle est hebdomadaire, c'est une fois par semaine, et en plus, il agit très vite par rapport aux autres, par rapport à la sulfasalazine, par rapport aux léflunomides. D'accord? Alors, si vous avez d'autres questions, je suis prête à répondre. Voilà. OK? Bien, donc voilà, si certains des collègues, des confrères ont répondu hydroxychloroquine, le plaqué, c'est les plaquéniles, hein. Le plaquénile est intéressant. Il est intéressant encore en tant que traitement associé, mais il n'a pas d'effet structural. Il ne ralentit pas la destruction ostéocartilagineuse. C'est pas très intéressant au début. Par contre, la sulfasalazine, oui, la sulfasalazine, elle lutte contre la dégradation. C'est un bon traitement. Simplement, comparé au méthotrexate, l'observance, elle est meilleure. Le métaux, vous donnez à une malade une prise par semaine, c'est mieux que vous donnez la sulfasalazine, 4 comprimés. C'est 4 comprimés par jour, de le matin et de le soir, vous voyez. Donc, l'observance, on a remarqué qu'elle était meilleure. C'est pourquoi le métaux est un traitement de référence à l'échelle mondiale. Il y a une D'accord? personne qui vous demande quelles sont les contre-indications du méthotrexate. Alors, les contre-indications, donc la grossesse, c'est une contre-indication. Il faut s'assurer que la malade a une contraception efficace. Deuxièmement, si c'est une femme qui a vu sa polyarthrite dans le postpartum, attention si elle allait, c'est une contre-indication aussi. Donc, elle ne doit pas allaiter parce que ça passe dans le lait maternel. Troisièmement, les autres contre-indications, c'est l'insuffisance hépatique. Un malade qui est une malade qui a une insuffisance hépatique, c'est une contre-indication tout simplement parce que le méthotrexate, il est métabolisé au niveau du foie. Et troisièmement, l'insuffisance rénale, il est éliminé principalement par le rein et donc l'insuffisance rénale est une contre-indication à l'usage du méthotrexate. Bien sûr, dans certaines situations, on n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, on adapte à la clairance. Une insuffisance rénale sévère, c'est une contre-indication absolue, hein, rien à dire. Mais par contre, lorsqu'il y a une petite altération, on peut jouer sur les doses, notamment chez les personnes âgées. D'accord? Chez les personnes âgées qui n'ont pas d'insuffisance sévère, on peut utiliser de petites doses. Par contre,
il y a une insuffisance surrénalienne, rénale, pardon, c'est une insuffisance, c'est une contre-indication absolue. Quatrièmement, les bronchopnéumopathies chroniques. Les bronchopnéumopathies chroniques avec insuffisance respiratoire, contre-indication absolue du méthotrexate. Si votre malade présente une toux, par exemple, vous l'avez mise sous méthotrexate et 3 semaines, 15 jours après, une semaine après, il commence à présenter une toux sèche avec une petite dyspnée. Alors, sans aucune raison. Il n'y a pas eu d'infection virale, il n'y a pas eu de contamination dans la famille. Elle vous fait une toux sèche. D'ailleurs, vous devez avertir vos malades. Vous leur dites, consultez très vite et arrêtez le traitement si vous faites une toux sèche ou une difficulté respiratoire. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la pneumopathie immunoallergique liée au méthotrexate. C'est une allergie liée au méthotrexate qui est très très rare, mais qui est possible. Elle est possible. Donc, il faut l'avoir à l'esprit et expliquer aux malades. Je peux vous dire que par expérience, j'ai, on va dire 40 ans, un peu plus de 40 ans d'expérience avec ces malades. Je crois que dans ma vie professionnelle, je n'ai vu que 2 ou 3 cas grand max de pneumopathie. C'était des malades qui étaient prédisposés, qui n'adhéraient pas, qui n'observaient pas bien le traitement, qui ne venaient pas régulièrement consulter. Je pense que je vous ai dit, dans ma carrière professionnelle. Donc, c'est très, très rare. Mais ce qui est rassurant dans cet effet secondaire, c'est que c'est très corticosensible. Dès qu'on met de la corticothérapie, même vous, si vous êtes dans un endroit perdu, que vous n'avez pas le choix et que vous avez une malade, que vous avez mis sous méthotrexate, elle vous fait une toux sèche et une difficulté respiratoire, la corticothérapie, il faut confirmer le diagnostic, c'est normal, on élimine l'infection avant tout. Et ensuite, quand on met la malade sous corticoïde, eh ben, il y a une efficacité qui est spectaculaire. Voilà. Les autres effets secondaires, les contre-indications, excusez-moi, bien sûr, vous savez, le méthotrexate, on l'utilise même chez l'enfant. Donc, c'est un traitement vraiment qui est bien toléré globalement, contrairement au léflunomide que j'ai même pas cité sur cette plaque que vous avez vue, j'ai pas mis Arava ou léflunomide, que chez les sujets jeunes, on préfère ne pas l'utiliser parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait à long terme sur les gonades, même chez la femme. Et en général, personnellement, je l'utilise chez les femmes ménopausées atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui ne répondent pas au méthotrexate. Le métho reste traitement de référence. Voilà. Alors, les autres contre-indications, excusez-moi, c'est bien sûr l'anémie d'origine centrale, c'est-à-dire s'il y a une insuffisance médulaire. C'est une contre-indication au méthotrexate parce que le méthotrexate lui-même, attention, il faut un contrôle hématologique après. La formule, le bilan hépatique doit être contrôlé régulièrement, bien sûr. Et surtout, l'albuminémie. L'albuminémie, si elle est basse, c'est une contre-indication. Surtout, il faut corriger d'abord l'inflammation parce que au cours d'un syndrome inflammatoire, on peut avoir une hypoalbuminémie. Donc, on attend que cette albuminémie remonte parce que l'albumine, c'est la protéine porteuse du méthotrexate. C'est elle qui porte le méthotrexate dans le sang. Alors, pour éviter les effets secondaires, si pour peu qu'il y ait une hypoalbuminémie sévère, eh bien, le méthotrexate va se retrouver à l'état libre et il va faire tous les dégâts. C'est pour ça qu'une hypoalbuminémie représente une contre-indication. Je reviens encore une fois pour vous dire, si vous êtes face à une hypoalbuminémie, parce que dans l'état inflammatoire, etc., de l'APR, on peut avoir une hypoalbuminie qui s'associe au syndrome inflammatoire. Donc, on corrige avec de la corticothérapie, etc. Et dès que ça remonte, on peut mettre en route notre méthotrexate qui ne va pas se retrouver à l'état libre pour faire des dégâts dans l'organisme. Donc, voici les principaux effets secondaires, les contre-indications, du méthotrexate. Voilà. Et j'ai cité un peu. Voilà. Il y a une autre question. La durée d'arrêt du méthotrexate pour vacciner un enfant. Alors, le méthotrexate, alors certains auteurs, ils vous diront, c'est pas la peine d'arrêter le méthotrexate, vous pouvez vacciner. Voilà, certains, je vous dis, certains auteurs. Mais personnellement, je suspends le métho pendant 15 jours, les 2 semaines, ou la semaine où il fait le vaccin, je vaccine tranquillement. Parce que c'est un effet qui n'est pas fortement immunosuppresseur. Donc, si votre enfant, je ne sais pas s'il reçoit 10 mg, cet enfant, 10 mg, combien il reçoit? Donc, s'il reçoit 10 mg, je suspends la dose hebdomadaire cette semaine et la semaine prochaine, je vaccine mon malade tranquillement, il n'y a pas de souci. Oui, vous faites bien de rappeler les vaccins, mon cher confrère ou ma chère confrère. Vous voyez que vous avez évoqué des choses autres. Par exemple, l'idéal, nous, on vaccine avant la biothérapie, la vaccination est obligatoire. Mais si votre malade, vous constatez qu'elle est fragile, etc., et même sans ça, vous allez la mettre sous forte dose corticoïde, vous allez la mettre sous méthotrexate. C'est intéressant aussi de vacciner ces malades, vous savez. Et donc, avant de commencer mon traitement, je peux les vacciner.
Mais comme je vais mettre en route une forte corticothérapie, parfois le malade est pressé d'être soulagé. Vous voyez, quand ils viennent, ils sont complètement bloqués. Même dans le service, on leur fait des assauts cortisoniques. Donc, on les traite et ensuite on vaccine. D'accord? On les soulage au moins. Parce que vraiment, c'est gênant à attendre le vaccin. On va le vacciner aujourd'hui, on va lui dire, on va te vacciner cette semaine et la semaine prochaine, on va commencer le traitement. On peut faire ça. On la met sous antalgique, petite dose corticoïde, petite dose, je dis bien, et ensuite, on vaccine. C'est l'antipneumococcique et l'antigrippal. Voilà ce qui sont les 2 vaccins obligatoires. Bien sûr, sans parler des vaccins qui figurent dans le carnet vaccinal chez l'enfant. Hein. Donc, les vaccins sont obligatoires, c'est normal. Voilà. Mise à jour du carnet vaccinal. On parle de mise à jour du carnet vaccinal, même chez l'enfant. Voilà. Alors, vous avez là une constatation, pas une question, hein, mais Oui. je ne sais pas. Alors, pour les patientes allaitantes, nous nous sommes souvent référés au site CRAFT, Oui. qui autorise l'allaitement sous méthotrexate. Et nous avons donc souvent permis l'allaitement. Je me demande si nous avions eu tort de nous baser sur ce site. Est-ce qu'on donne le méthotrexate? Il y a une autre question, vous allez enchaîner. Est-ce qu'on donne le méthotrexate dans un jour fixe, dans la semaine, où on répartit les comprimés? Oui, d'accord. Je vais commencer par la deuxième question. Le méthotrexate, c'est intéressant de choisir un jour par semaine. Par exemple, moi, les malades, je leur dis vendredi, si vous ne travaillez pas, ou samedi, choisissez un jour par semaine et ça va être tous les samedis ou tous les vendredis. Voilà. Maintenant, la dose, l'idéal, c'est de la prendre à la fois. Mais attention, certains malades ne tolèrent pas, ils présentent des vomissements, des états d'aigreur, ils vous disent, je ne supporte pas, j'ai de la hachakoum, j'ai de la diarrhée, j'ai ceci, cela. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on leur dit de répartir la dose pour améliorer la tolérance. Oui, c'est pas bête d'améliorer la tolérance en fractionnant les doses. D'accord? Voilà. En fractionnant les doses. Maintenant, en ce qui concerne le CRAFT, c'est ça, vous dites. Alors, nous-mêmes, on consultait tout le temps ce site parce qu'on avait beaucoup de toxicité pulmonaire, quel que soit le traitement. On consultait beaucoup le site parce que on avait peur des effets secondaires et quand on demandait des avis, parfois on était contraint à prendre une décision rapide et on n'a pas toujours la réponse. Donc, c'est un site qu'on consultait également. Alors, par rapport aux métaux, pour les personnes qui tombent enceintes, etc., on sait que la demi-vie est courte, mais pour l'allaitement, non, personnellement, je ne conseille pas. Je ne conseille pas, parce qu'il va passer dans le lait maternel, le méthotrexate. Il passe dans le lait maternel. Donc, s'il passe dans le lait maternel, c'est dangereux pour le bébé. Voilà. Mais je ne parle pas de la malade qui vient de tomber enceinte et elle était sous métaux la veille. Dès qu'on vous dit demi-vie courte, il n'y a pas de risque. Parce que même les hommes avaient peur, etc. Donc maintenant, on sait que la demi-vie du métaux est très courte et qu'il n'y a pas de risque. Mais le bébé que vous allaitez, par exemple, 10 fois par jour, parce qu'il y a des bébés à la naissance, la maman, il n'y a que le lait maternel, très souvent. C'est ce qui est conseillé actuellement. Alors si maintenant, on va permettre l'allaitement chez une malade qui est sous métaux, je pense que, voilà. Après, il n'y a pas suffisamment, je vais vous dire qu'il n'y a pas suffisamment de données dans la littérature concernant les malades, les femmes qui allaitent. Donc l'impact, c'est médico-légal, c'est risqué d'aller faire des études sur conseiller l'allaitement et faire des études sur des bébés qui sont allaités par une femme qui prend du méthotrexate. Voilà. Donc il est conseillé. Comment traiter cette femme? Ils vous disent comment traiter dans ce cas cette femme qui soit enceinte ou qu'elle allait. Oui, d'accord. Alors, si vous êtes seul, maintenant, si vous avez un rhumatologue qui n'est pas loin, vous l'orientez parce que c'est des cas difficiles. Orientez-la au spécialiste. Maintenant, si c'est cette femme, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez utiliser de la sulfasalazine. Parce que n'oubliez pas que la grossesse, elle améliore la polyarthrite rhumatoïde. Très souvent, nous, on arrête durant la grossesse, d'abord parce que c'est responsable de photopathie, c'est tératogène pour le bébé, mais aussi l'état inflammatoire. Voilà, c'est la nature qui fait ça et c'est formidable. Après la grossesse, certains malades font une poussée, effectivement, dans le postpartum. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les met sous corticoïdes et ensuite, on leur dit, si elle désire allaiter son bébé, vous imaginez avec des cytokines pro-inflammatoires, la plupart arrêtent.
La plupart suspendent l'allaitement. Donc, on ne peut pas leur conseiller d'allaiter alors qu'elle est complètement bloquée. Elle vous dit d'abord, il faut que je sois en bonne santé, il faut que j'arrive à manipuler mes articulations pour prendre mon bébé. Donc, si vraiment elle insiste, on va la mettre sous plaquenil ou encore sous sulfasalazine, parce que la sulfasalazine, elle n'est pas contre-indiquée, ni durant la grossesse, ni durant l'allaitement. À ce moment-là, ce sont des PR qui sont très sévères. Je vous ai dit de l'orienter vers le spécialiste, même s'il est à 100 km, vous faites une lettre, vous l'orientez au spécialiste, vous dites, Anna, moi je suis généraliste, jusque-là, j'ai essayé d'équilibrer, mais j'arrive pas, voilà. Ah, envoyez-la en temps voulu, on sait après qu'est-ce qu'il faudrait faire. Parce que je vous conseille la sulfasalazine. Mais n'oubliez pas que la sulfasalazine, elle a un délai d'action qui n'est pas aussi rapide que celui du méthotrexate. Il lui faut 4 mois pour commencer à agir. Alors imaginez, si votre malade en postpartum, elle fait la poussée, vous allez attendre 4 mois. Mais je vous dis, si elle allaite, c'est intéressant. Elle décide d'allaiter, elle est décidée, elle vous dit, moi, j'arrête pas l'allaiter, je veux allaiter, mettez-la sous corticoïdes et surtout, mettez-la sous sulfasalazine. Voilà. Elle va continuer à allaiter pendant 2 ans. Voilà. Ah, donc il y a le... Écoutez, oui, mais c'est pas aussi efficace. C'est très contraignant, la sulfasalazine. Pourquoi? C'est 2 grammes, c'est 4 comprimés par jour. Et après, il y a un contrôle hématologique parce qu'il y a une toxicité hématologique régulière. Mais il n'y a pas, voilà, il y a toujours des solutions, chers confrères. Il y a toujours des solutions. Voilà. Ils vous disent, est-ce qu'on peut, alors vous avez 2 questions. Est-ce qu'on peut faire une fenêtre thérapeutique chez les patients en bonne rémission? La deuxième question, c'est le méthotrexate, comment il est utilisé au cours de la chimiothérapie? Ah, de la chimio, ça dépasse, c'est pas le terme d'aujourd'hui, ma chère confrère ou mon cher confrère. La chimio, c'est de plus fortes doses, ça n'a rien à voir avec la dose de métaux qu'on utilise ici. Vous savez que les dermatologues, et aux États-Unis, dans le rhumatisme psoriasique et dans le psoriasis, ils vont jusqu'à 50 mg par semaine. Nous, on n'arrive pas à 50, jamais. 25, vraiment 30, dans certains pays européens, ils vont jusqu'à 30. En dermatologie, ils vont jusqu'à 50 mg par semaine. Donc, et c'est pas de la chimio. La chimio, c'est de très, très fortes doses. Le métaux est associé à de très fortes doses et administré à de très fortes doses en association avec d'autres drogues. Donc, ça n'a rien à voir avec la rhumatologie. La deuxième question, c'était quoi, Madame Gogam? Excusez-moi, je n'ai pas... C'était, est-ce qu'on peut faire une fenêtre thérapeutique chez les patients avec une bonne rémission? Alors, oui, alors la fenêtre, attention à la fenêtre. Là aussi, beaucoup de gens se disent, dès que le malade est en rémission, c'est la tendance actuelle. On va arrêter, on peut faire des espacements. Voilà, pas de fenêtre. Pas de fenêtre. Je vous ai dit, la corticothérapie à 6 mois doit être arrêtée, mais le traitement de fond, le méthotrexate, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire effectivement un espacement. Mais on a remarqué que très souvent, dès qu'on commence, surtout par rapport à la biothérapie, quand on met les malades sous biothérapie, on peut faire des fenêtres. On espace les perfusions, on saute une injection sous-cutanée, voilà. On espace, au lieu de donner par exemple tous les 15 jours, on va reculer d'1 semaine. Ça, c'est beaucoup plus dans les PR récentes. Oui, là on parle d'une PR récente. Si vous mettez une malade sous biothérapie, on peut contrôler, on peut espacer. C'est très, très délicat. Alors, ne vous amusez pas à faire des espacements à des fenêtres, s'il vous plaît. Demandez l'avis du spécialiste parce que c'est très difficile. Parfois, on tombe dans la poussée aiguë et on revient à zéro. Voilà, voilà. D'accord? Est-ce que vous êtes satisfait? S'il n'y a plus de questions sur ce traitement, on peut avancer? Je pense qu'il faut avancer, surtout que D'accord, oui. Les corticoïdes associés au méthotrexate, ça c'est la dernière question. Alors oui, on donne d'emblée dans la PR récente, dans la PR d'évolution récente, pas les PR anciennes. D'accord? Si les PR anciennes, très souvent, elles sont déjà cortisonnées. Donc, petite corticothérapie, c'est tout, mais pas là, regardez, j'ai mis 0,15. Oui, voilà, 0,15, 0,1 mg par kilo par jour. Voilà, pendant pas moins de 6 mois. Attention, moins de 6 mois. Voilà, l'idéal, c'est 3 mois. OK? Voilà, avec le médecin. Professeur, il est presque moins 10, il est 48. D'accord, je vais aller attention à votre emploi du temps. OK, très bien. On est là. Oui, je sais, mais moi, voilà. Et donc,
Voilà le bilan à faire avant de mettre un malade sous méthotrexate. J'en ai parlé tout à l'heure. La bilirubine, l'uricémie, les sérologies, etc. L'exploration fonctionnelle respiratoire, si nécessaire. Elle n'est pas obligatoire. Et la mise à jour du calendrier vaccinal, le test de grossesse et la contraception efficace. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on fasse un deuxième cas rapidement, Madame Gougan? Alors, deuxième cas. Est-ce qu'on a le temps de le faire? C'est un homme âgé de 38 ans qui consulte pour une oligoarthrite touchant le genou, les chevilles, associée à des lombalgies nocturnes, réveillant le malade dans la deuxième partie de la nuit. Ou là, on laisse ça pour la prochaine fois. Madame Gougan. Madame Gougan. Je n'ai plus de connexion ou... Non, vous suis. Est-ce que je fais le deuxième cas ou on le laisse... Je ne sais pas, vous me dites. Hein. Moi, c'est vous. Il vous reste un quart d'heure. Vous pouvez le faire. Oui, on va essayer de faire rapidement. D'accord? Voilà. Il y a des réponses. Très bien. 38 ans, qui consulte pour une oligoarthrite qui touche. Quand on parle d'oligoarthrite, c'est une atteinte de moins de 4 articulations. Le genou droit, les chevilles, et il souffre aussi de douleurs lombaires nocturnes qui le réveillent dans la deuxième partie de la nuit. Alors, quels sont les éléments anamnestiques à rechercher dans un but diagnostique chez ce malade? Est-ce que vous allez rechercher les antécédents familiaux de spondylarthrite? Est-ce que vous demandez la notion de diarrhée, d'urétrite précédant la symptomatologie? Est-ce que vous demandez la réponse aux anti-inflammatoires non stéroïdiens? Est-ce que vous demandez vous précisez la date et l'âge de début de la symptomatologie? Est-ce que vous recherchez une notion de photosensibilité? Réponse juste, s'il vous plaît. Une seconde. Allez, une seconde. Bien. Eh bien, voici la réponse. Est-ce que vous voyez la réponse? Ils vous disent ADN. Non, on voit. Oui, on voit. Très bien. Donc, c'est la D, d'accord? C'est la D. OK? Donc, vous avez les antécédents familiaux de spondylarthrite, c'est normal. Une spondylarthrite, elle peut débuter à la suite d'un comptage vénérien, d'urétrite ou de diarrhée. Une spondylarthrite en général, aussi, elle répond aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'accord? C'est un critère diagnostique qui nous aide beaucoup. L'âge de début de la symptomatologie, parce qu'en général, la spondylarthrite ankylosante, par exemple, elle débute avant l'âge, les douleurs débutent avant l'âge de 45 ans. Avant l'âge de 45 ans. Donc, c'est très important de demander l'âge de début de la symptomatologie. Voilà. Le patient vous précise que le début des lombalgies remonte à l'âge de 25 ans et depuis 4 ans, il souffre d'atteinte périphérique. Quel diagnostic évoquez-vous? Oui, bien sûr. Je pense que vous avez le diagnostic, parce que j'en ai parlé déjà. Voilà. Vous laissez, vous réfléchissez, vous le gardez. Hein. Alors, quelles sont parmi les propositions suivantes les examens cliniques utiles pour orienter votre diagnostic? Est-ce que vous allez faire l'évaluation de l'indice de Schaubert? J'ai expliqué tout à l'heure, j'ai rappelé ce que c'était. La mesure de l'ampliation thoracique, la pression directe des sacro-iliaques, la manœuvre de Job, le signe de la SEG. Quelles sont parmi les propositions suivantes les examens utiles pour confirmer ou pour orienter votre diagnostic? Une seconde. Et hop, voilà. Eh bien, c'est normal. L'indice de Schaubert tout à l'heure, j'ai expliqué, c'est la souplesse du rachis lombaire. S'il est limité, on oriente le diagnostic vers une spondylarthrite ankylosante. Deuxièmement, la mesure de l'ampliation thoracique est importante parce qu'une ampliation thoracique qui est inférieure à 6, parce qu'en général, elle est entre 6 et 10, on demande au malade d'inspirer profondément et d'expirer et on prend la circonférence au niveau mamelonnaire. Donc, si cette distance est inférieure à 6, cela signifie que mon malade a une ampliation thoracique qui est limitée et qu'il y a probablement une inflammation et une ankylose des articulations costo-vertébrales et costo-sternales qui sont en faveur de la spondylarthrite ankylosante. La pression directe des sacroiliaques, oui, bien sûr, l'exploration des sacro-iliaques, c'est ce qu'on appelle le signe du trépied, c'est la pression directe des sacro-iliaques, c'est un élément qui m'oriente vers le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Voilà. Quels sont les examens complémentaires à demander pour étayer votre diagnostic? Vous avez une seconde.
Eh bien, les examens complémentaires qui me permettent de confirmer mon diagnostic sont une incidence des sacro-iliaques, la radiographie du bassin avec incidence des sacro-iliaques. Vous voyez chez ce malade, en demandant une incidence des sacro-iliaques, on était surpris de voir, parce qu'il n'était pas très limité, de voir, enfin pas très limité, il était limité quand même, il avait un Schobert à 10, 12,5. Il avait une sacroïlite qui était déjà avancée. Vous voyez d'un côté un aspect irrégulier à droite sur l'écran, à gauche, à votre gauche, votre gauche, ou la droite sur l'écran. Vous voyez une sacroïlite qui est évoluée avec un aspect irrégulier, un aspect ici de soudure au niveau de la base de la sacro-iliaque ici. Et vous avez ici, de l'autre côté, à gauche sur l'écran, on a quand même une condensation de la sacro-iliaque, ce qui est en faveur d'une sacro-ilite au stade 2, irrégularité de l'interligne à droite et lésion d'ostéosclérose à gauche, qui confirme le diagnostic de spondyloarthrite. Et donc, l'incident des sacro-iliaques doit vous venir à l'esprit devant tout malade qui est jeune, qui souffre de lombalgie inflammatoire. Et quand on dit inflammatoire, c'est pas douleur nocturne. Bien sûr, c'est les douleurs qui surviennent au petit matin et qui s'accompagnent d'un enraidissement matinal. Et c'est ça, et ce sont ces signes-là qui sont caractéristiques de l'inflammation, de l'inflammatoire. Parce que parfois, le malade, il vous dit, moi, j'ai mal la nuit. Ça ne veut rien dire. Si le malade, il a mal la nuit, au changement de position, vous êtes d'accord avec moi que ça peut être mécanique au changement des mouvements. Mais il y en a qui se trompent beaucoup. Hein. Voilà. Faire la part des choses. Si le même malade, chez qui on a, vous voyez, une perte de la lordose, qui est physiologique, en principe, on a une courbure ici, une lordose. Ce malade, il a presque une rectitude au niveau d'Ambert. Et en plus, il avait un signe caractéristique, c'est ce qu'on appelle, nous, la vertèbre de Romanus. Donc, ayez le réflexe de demander une incidence des sacro-iliaques, un rachis lombaire pour mettre en évidence la rectitude lombaire, mais aussi peut-être pour découvrir cette vertèbre appelée vertèbre de Romanus. Regardez cette vertèbre appelée de Romanus, c'est tout simplement un remaniement, une lésion d'ostéosclérose ou d'ostéocondensation de l'angle antéro-supérieur de la vertèbre lombaire avec une ébauche d'ostéophytose, de syndesmophite, excusez-moi, non pas d'ostéophyte, parce que l'ostéophyte, c'est l'arthrose, le syndesmophite, c'est la spondylarthrite ankylosante. Et donc, vous voyez ici qu'on a une ébauche de syndesmophite. Ce syndesmophite va évoluer de façon verticale pour rejoindre le pôle inféro-antérieur de la vertèbre sous-jacente. D'accord? Voilà. Bien, donc c'est ce qu'on appelle l'épiphysite antérieure responsable de la mise au carré des vertèbres. D'accord? Après, il y aura une mise au carré comme ici des vertèbres. D'accord? Oui. Bien, voilà, mise au carré. L'érosion et ostéosclérose de l'angle antéro-supérieur de la 4e et de la 5e vertèbre lombaire, aspect de vertèbre de Romanus ou encore mise au carré qu'on voit bien ici avec une ébauche de syndesmophite. C'est vraiment typique de la spondylarthrite ankylosante. D'accord? Voilà. Et le médecin généraliste, là aussi, est le premier maillon de la chaîne pour dépister, pour détecter ces premiers signes de spondylarthrite ankylosante avant que le malade ne devienne totalement enraidi, ankylosé, et après, on n'y peut rien. On n'y peut rien, on donnera un traitement. Oui, les anti-TNF qui sont coûteux, c'est un traitement qui est onéreux, et de plus en plus, on a de moins en moins de disponibilité des produits, et nous sommes parfois coincés chez nos patients qui souffrent de spondylarthrite ankylosante. Alors, quelles sont parmi les propositions suivantes les signes en faveur du diagnostic de spondylarthrite ankylosante? La limitation des mouvements du rachis lombaire, dorsolombaire, les rachialgies nocturnes, l'élargissement du diamètre antéro-postérieur des vertèbres à la radiographie du rachis lombaire, l'existence d'une ostéophytose étagée, une ampliation thoracique à 3 cm. Vous avez une seconde là aussi. Et je pense que c'est facile, là, très facile. D'accord? Bien. Eh bien, les signes, bien sûr, rachialgie nocturne
avec réveil au petit matin. On est d'accord, parce que tout à l'heure, j'ai dit que le changement de position, etc. Donc, inflammatoire, limitation des mouvements du rachis lombaire et l'ampliation thoracique à 3 cm. Je vous ai dit que la normale, entre 6 à 10, et c'est facile de la mesurer et ça peut vous orienter. Dès que vous avez un malade qui souffre de lombalgie inflammatoire et vous dit le matin, je suis bloqué, docteur, et j'ai très mal, et depuis 2 ans, j'ai des douleurs inflammatoires, etc. Ayez le réflexe de demander une incidence des sacro-iliaques et l'examen clinique, n'oubliez pas le Schobert et l'ampliation thoracique. Alors, quel est le traitement de première intention chez ce malade? Est-ce que c'est le méthotrexate? Est-ce que c'est la sulfasalazine? Est-ce que ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Est-ce que ce sont les antalgiques? Ou est-ce que le traitement de première intention est représenté par les anti-TNF-alpha? D'accord. OK. Donc, il y a le professeur Zahraoui qui a fait aussi un cas de spondylarthrite ankylosante. Et donc, elle va aussi vous détailler la spondylarthrite ankylosante. D'accord? Donc là, le traitement de référence, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord? Je ne détaille pas beaucoup parce qu'en fait, il y a le professeur Zahraoui qui va faire la spondylarthrite ankylosante. Elle va vous donner plus de détails. Je vous remercie. Et si vous avez une ou deux questions à me poser, d'accord? Docteur Gougan? Je suis avec vous. Docteur Gougan, il y a... Pour moi, c'est très très clair. Il y a ça. Quoi pour le paramètre taille comme élément de diagnostic, de dépistage? Je n'ai pas compris. Je voulais juste dire que le professeur Zahraoui, qui va passer juste après moi, elle va faire la spondylarthrite ankylosante. Et donc, elle va encore détailler un peu plus. Donc, moi, j'ai illustré avec un cas clinique. Voilà. S'il y a plus, elle donnera plus de précision, mais je peux répondre s'il y a une ou deux questions. Allez-y. Une ou deux questions, c'est tout. Et on termine. Je vous remercie énormément. Ils vous remercient. Ils vous disent merci, professeur. Je vous remercie également d'avoir participé. Je remercie également et particulièrement le docteur Gougan qui veille au bon déroulement de ces séances et à établir un programme qui est très intéressant. Et voilà, et on reste à votre disposition. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur. Voilà. Merci, je vous souhaite un excellent week-end et bonne continuation. À une très prochaine. C'est vraiment une clarté.